3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Béguet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion action de Lazard Frères Gestion. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Paul Jackson de nous accompagner. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes le responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Et avec nous également ce soir Alain Pitous. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes senior advisor ESG. Quel est le programme du second semestre, Alain? Quels vont être les mots-clés là, du second semestre qui vont marquer l'actualité des marchés? En fait, je pense qu'on va continuer ce qu'on a entamé depuis quelques semaines, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une récession ou pas, à cause des hausses de taux américaines. Donc ça, je pense que ça va être le gros driver de la période, puisqu'en fait, on va peut-être aussi réviser des résultats en baisse pour les sociétés qui sont encore attendus en très forte hausse quand même, ce qui est un peu dissonant par rapport aux enquêtes qu'on peut avoir sur les confiances des ménages, confiance des entrepreneurs, etc. Donc ça peut quand même être on va dire des nouvelles qui vont être discutées pendant les 2-3 mois qui viennent. Quand ça va être calmé, on va avoir de nouveau des discussions sur les politiques des banques centrales. C'est à quel moment la Banque centrale américaine, on anticipait des hausses, mais finalement si la récession s'installe, dès 2023, on a déjà aujourd'hui des anticipations de baisse dès 2023. Donc on va avoir cette chose-là. Et donc il va y avoir tout ce qui a été enclenché depuis quelques mois qui va avoir des effets, oui, c'est-à-dire sur les pays émergents, sur des entreprises fragilisées sur le plan de la dette, etc. Donc en fait on a un peu... N'oublie pas, mais la hausse de taux de 75 points de base du mois de juin, par exemple, de la Fed, elle n'a pas encore eu d'effet techniquement sur l'économie et dans et puis en fait, les marchés vont anticiper une réduction de la liquidité des marchés au sens large du terme, que ce soit le système bancaire, etc. Donc ça commence à avoir des effets à droite à gauche. Donc on va avoir toute cette... vous savez, un peu comme si on avait remué la vase depuis 10 ans qu'on injecte des liquidités. On remue un peu tout ça. Il y a des endroits où la vase va se redéposer et ça va être assez difficile de respirer correctement pendant quelques temps. Il y a des entreprises qui sont fragilisées, qu'on a maintenues un peu de manière artificielle pendant la période. On a des pays émergents qui sont en grande difficulté. Pas tous, mais quelques-uns sont en grande difficulté. Ça ne va pas s'arranger. Et puis, aussi, je trouve quelque chose dont on a assez peu parlé, parce que c'est assez étonnant de ma part, je trouve ça assez étonnant pour ma part, c'est le fait que les banques centrales ont été assez déconnectées depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on a eu des banques centrales qui ont eu des mouvements avant les autres, d'autres qui sont carrément dans l'autre sens. Donc on a quand même ce phénomène qui a généré des problématiques sur les devises qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. On a traversé la période Covid sans effet de vide et sur les devises. Et là, on se retrouve avec une volatilité qu'on n'avait pas connue depuis longtemps sur les devises. Donc tout ça doit se reposer dans un contexte de peut-être récession. Donc ça fait quand même beaucoup de questionnements. Alors après... C'est pas encore le temps des bonnes nouvelles. Alors après, il viendra ce temps. Oui, il viendra. Les bonnes nouvelles, les bonnes surprises. On va sortir de là. Je vous calmer tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Il y a 2-3 thèmes. Je vais vous calmer. Vous inquiétez pas. Faites le malin comme ça. Mais je vais calmer l'ambiance. Non, il y a aussi un truc, c'est que les marchés anticipent. On l'a vu. Les marchés bien. Enfin, la phase s'était faite de manière assez correcte. C'est-à-dire montée des taux suite à l'inflation, ralentissement, écartement de spread, marché action qui commence à baisser. Enfin, tout ça, ça a été assez logique. Et c'était avant que toute mauvaise nouvelle soit dans les cours, en réalité. Donc, soit divulguée, on pourrait avoir le même phénomène. J'entendais des stats ces jours-ci, c'est-à-dire que tout le monde souligne forte dégradation des marchés de taux depuis historique. Je crois que c'est 1788, on a sorti ça. Je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin, il y a 1788. ça. Oui, sur les marchés obligataires américains, on n'a jamais eu une 6 mois aussi mauvais. Et sur les marchés actions, c'est 1970 ou 1968, ça dépend comment on compte. Et les semestres suivants ont été très bons. Donc on peut espérer que les marchés se remettent à anticiper une sortie des banques centrales qui serait plus accommodante. Bon, on peut espérer ça. À court terme. Après, on en parlera aussi tout à l'heure, mais je crois que sur ces niveaux-là, on peut marquer des investissements. On peut refaire quelques investissements sur des valeurs qui ont été très fortement sanctionnées. D'accord. Non, mais déjà, l'idée, c'est que prudemment, il convient d'être peut-être un peu moins adverse au risque qu'on a pu l'être, qu'il fallait l'être en tout cas sur les derniers mois. Il y a des valorisations qui se sont quand même bien calmées, donc des valeurs qu'on a du mal à acheter parce que ça se paye trop cher. Sur la côte parisienne, il y en a quelques-unes, des boîtes très internationales où on a une bonne visibilité, qui se repayent à des niveaux corrects et sans qu'on soit en stress ni sur leur notation ESG, ni sur leur capacité bénéficiaire. Donc à moyen terme, ça peut être des moments qu'on vient marquer un petit peu. Après, je ne dis pas de passer
absolument boule aller me chercher les small caps à travers la planète, mais voilà, c'est un peu des choses qui peuvent être faites en ce moment. Encore une fois, si on arrive relativement bien pondéré, parce que si on arrive un peu trop exposé aujourd'hui, il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. Paul, question très ouverte, là aussi sur les enjeux du second semestre et du point de vue des marchés. On cherche toujours à comprendre ce qui est anticipé, ce qui est pricé, intégré. Est-ce qu'il faudrait que la réalité économique se dégrade encore un peu plus pour permettre une véritable amélioration de la tendance des marchés ? À mon avis, oui, dégradation économique, mais aussi au niveau des bénéfices, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a plus ou moins rien remarqué sur les bénéfices. Et normalement, selon la recherche que je fais moi-même, entre la production industrielle et les bénéfices, il y a souvent un délai de 6 à 9 mois. Donc, production industrielle baisse premièrement, et puis après, c'est les bénéfices avec un délai peut-être de 6 à 9 mois. Donc, je crois que dans la deuxième partie de cette année, on verra l'impact sur les bénéfices annoncés par les boîtes. Et peut-être à ce moment-là, tout sera dans le prix. Mais j'ai peur qu'entre-temps, on a toujours du travail à faire dans le mauvais sens, qu'il y aura des mouvements négatifs dans les marchés. Mais oui, bien sûr, on a déjà fait une partie du chemin. Un pas assez important. Avec 20% de baisse. Mais il y a tout le monde qui me dit moins 20%, ça c'est énorme. Pas vraiment, c'est pas une catastrophe. Étant donné ce qui s'est passé avant. Donc, il y avait une hausse des marchés, surtout aux US, qui était énorme. Donc, il est normal qu'on ait une correction assez importante. Ça reste légitime. Ce qu'on vit sur les marchés, c'est pas quelque chose de complètement... c'est une correction qui reste à ce stade légitime, même si c'est le pire semestre ever depuis le XVIIIe siècle. Non, mais je veux dire, ça reste, au regard des 2 années précédentes, par exemple, ça reste légitime. Mais il faut mettre les choses en relative aussi, parce qu'on a eu une période très difficile pour les obligations. Donc, les taux ont énormément remonté. Donc, en relative, les actions ne sont pas, à mon avis, plus attrayantes qu'au début de l'année. Donc, ça, c'est en termes absolus, oui, peut-être, mais en termes relatifs, pas forcément. Donc, la dette souveraine était pas du tout intéressante au début de l'année, et peut-être c'est devenu... un peu intéressant aujourd'hui. En relatif, un peu plus attractif. Sur les bénéfices, là, c'est intéressant, ce temps de décalage qui va compter pour les investisseurs. Alors, on va avoir dans les prochains jours le début de la saison de publication des résultats du 2e trimestre. Beaucoup l'attendent avec déjà une certaine anxiété ou appréhension. Mais le pire est peut-être encore à venir au-delà des résultats du 2e trimestre. C'est peut-être pas sur ce 2e trimestre qu'on verra le pire du pire en matière de dégradation des bénéfices des entreprises ? Moi, je dirais pas forcément. Je crois que pendant la reste de l'année, donc il y aura l'impact des prix des matières premières. D'abord, il y aura un squeeze sur les bénéfices. Et puis, il y aura l'impact d'un ralentissement économique. La demande, et oui, bien sûr. Qui aura un impact. Donc, ça ne sera pas forcément le pire des moments pour les bénéfices, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des mauvaises nouvelles ne sera pas intégré dans les prix des marchés. Donc, ça arrivera probablement avant le point bas des bénéfices, mais je ne suis pas convaincu qu'on est arrivé à ce stade. Régis, vos commentaires, et puis allons-y, c'est quand même le sujet micro là, qui va animer le mois de juillet avec les résultats du 2e trimestre des entreprises. Oui, alors je suis d'accord avec Paul que les résultats du 2e trimestre devraient être plutôt bons. On a vu quelques tout petits débuts d'avertissement sur les résultats dans des petits domaines, un peu dans les semi-conducteurs, un peu dans les peintures, etc. Il y a eu quelques petites choses un peu négatives, mais très très marginales. Pour l'instant, on bénéficie quand même encore de cet effet prix, cette inflation dont on parle,
dans un premier temps, elle est quand même plutôt favorable aux bénéfices des entreprises dans la mesure où souvent il y a un décalage entre les prix subis des matières premières et la capacité des entreprises à répercuter cette hausse des prix subis sur le prix final. Et donc, dans un premier temps, vous avez quand même plutôt un petit effet d'aubaine qui devrait encore se voir. Tout le monde a eu du pricing power aujourd'hui, d'une certaine manière. Au deuxième trimestre, en particulier dans des secteurs d'activité qui n'en ont pas depuis des décennies et des décennies, comme par exemple l'automobile, où les pénuries a créé une opportunité de pricing power, ce qui est assez unique en réalité dans l'histoire des 50 dernières années. Donc vous avez quand même un certain nombre d'opportunités. Vous avez dans le domaine bancaire aussi la remontée des taux qui permet quand même certains repricing, etc. Donc je pense qu'on aura un deuxième trimestre qui sera plutôt bon sur le plan des chiffres, mais évidemment assorti d'un discours des entreprises qui risque d'être assez prudent à cause de ce dont on parle effectivement, cette perspective de remontée des taux qui devrait finir à un moment donné par freiner l'économie, mais ça n'a pas commencé, ça a un petit peu commencé, les PMI ont commencé un petit peu à se dégrader en Europe, mais il faut se dire qu'on est dans une conjoncture qui est encore exceptionnellement bonne. Les conditions financières sont nettement resserrées avant même les premières hausses de taux de la Fed, par exemple. Bien entendu. Mais le taux de chômage aux États-Unis est au plus bas historique à 3,6. Le taux de chômage en Europe, ce qui est plus rare, est au plus bas historique à 6,8%. On voit très rarement des niveaux de chômage aussi bas en Europe. Donc on est encore dans une conjoncture qui est très très bonne. Et les États-Unis ont probablement une assez bonne capacité d'ailleurs à absorber cette hausse des taux qui va quand même être punitive et qui va probablement les entraîner dans un ralentissement économique assez fort. Après, est-ce qu'on va tomber dans la récession? Oui, c'est probable, mais plutôt dans la deuxième partie de l'année 2023, etc. On est quand même dans le temps long. Encore une fois, la conjoncture n'a pas encore commencé à se dégrader. Ce qui a commencé à se dégrader, il y a eu aussi au deuxième trimestre, et ça va compter toujours l'effet Covid en Chine avec ces confinements donc à répétition et sans fin et dont on ne sait pas trop comment ils veulent sortir. Il y a même eu ces propos terrifiants d'un dirigeant chinois qui a dit que pendant les 5 prochaines années, ils allaient rester très attentifs et ils allaient garder leur politique zéro Covid, ce qui laisse augurer quand même de 5 années un peu compliqué, en tout cas pour la population chinoise et peut-être aussi pour le commerce mondial. Donc il y a aussi cet effet perturbateur-là. Et puis bien entendu, il y a la guerre en Ukraine avec ce qui se passe sur le plan des prix de l'énergie, qui fait un petit peu peur à tout le monde, qui fait probablement peur aux chefs d'entreprise, particulièrement en Europe. On n'a pas du tout le même phénomène aux États-Unis. On a eu une hausse du pétrole aux États-Unis, comme partout, mais qui est une hausse qui est quand même relativement supportable. Et en plus, sans l'effet devise, en Europe, à 4-5 $ le gallon, visiblement, ça commence à remuer un peu. C'est le sujet permanent de Joe Biden aujourd'hui, quand même, le prix à la pompe. Alors que nous, on n'est pas dans la situation de 2007, parce qu'en 2007, on avait le dollar qui était à 1,50. Aujourd'hui, on a le dollar qui est à 1,04. Donc nous, on n'a jamais payé le pétrole aussi cher. Et on double cet effet-là des prix du gaz et des prix de l'électricité qui sont à des niveaux complètement stratosphériques uniquement en Europe, pas du tout aux États-Unis. Donc on sent aussi une divergence quand même, une fois de plus, d'une économie américaine qui a l'air un peu mieux à même de supporter cette dégradation que l'économie européenne qui a la guerre pas très loin de son territoire à elle, plus les effets des prix énergétiques, plus l'absence de politique énergétique depuis 30 ans qu'on finit quand même par payer, etc., qui est un petit peu plus compliqué probablement. Cela dit, quand on ramène tout ça aux valeurs boursières, elles ont quand même déjà anticipé une assez grande partie de cette dégradation, peut-être pas la totalité, mais c'est vrai qu'on a fait plus que corriger les surévaluations des actions. Il y a eu 2 phases en fait dans la baisse. Il y a une première phase qui a été la correction des surévaluations et notamment aussi des valeurs de la digitalisation de tout ce qui s'était passé pendant le Covid. C'était pas seulement une correction d'évaluation, c'était aussi une normalisation des business models. Et puis plus récemment, à partir de la guerre en Ukraine avec une certaine volatilité, une correction sur le cycle, sur l'anticipation donc de cette dégradation de earnings momentum, comme on dit, de dynamique de résultats. Mais cette dégradation, elle n'est à ce stade qu'anticipée. Elle n'a pas du tout commencé, ou presque pas commencé, à se matérialiser. Elle est encore devant, mais le marché en a déjà anticipé une bonne partie. Et c'est pourquoi, effectivement,
peut commencer à se dire que le marché est sur des niveaux qui sont un petit peu plus raisonnables et peut-être un peu plus intéressants qu'il n'était en début d'année, même si, je pense que c'est un peu tôt quand même encore. D'accord, c'était ma question. Est-ce que ça justifie qu'on y retourne maintenant un petit peu tôt encore. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque à attendre. On a face à nous quand même plutôt un flux de mauvaises nouvelles encore à venir. Alors le pire n'est jamais sûr, mais c'est vrai que du côté des taux c'est compliqué, du côté de l'inflation c'est compliqué, du côté des déficits c'est compliqué, du côté des prix énergétiques. Alors il y aura peut-être des solutions qui vont être imaginées quand même sur l'énergie, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de bonnes nouvelles à l'horizon quand même. Même si, alors, Alain, des bonnes surprises, je ne sais pas. Vous la disiez bonne surprise, tout à l'heure la bonne surprise, ça pourrait venir juste des marchés, qui se mettraient à un peu anticiper une sortie plus positive. Mais c'est vrai que tout ce qui a été dit n'est pas très optimiste. Après, sur les 20%, il y a des secteurs qui ont quand même très, très, très largement plus souffert que ça. On a tout ce qui est tech, qui a pris quand même un bon 50%. On est, par rapport au mi-novembre où on était dans les plus hauts, on a quand même fait un recul extrêmement violent, et d'autant plus violent que vos résultats a été médiocre. Donc ça a quand même été particulièrement bien nettoyé. Après, il y a des poches, effectivement, où il y a encore des craintes à avoir. On n'a pas fini l'ajustement, mais je pense que si le ralentissement se concrétise, et qu'on commence à anticiper. Les anticipations sont dans le marché. C'est 75 BP de baisse des taux américains en 2023, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on entend dans les médias depuis quelques semaines. À ce moment-là, les marchés pourraient commencer, sur les segments qui ont le plus souffert et qui ont de la visibilité, recommencer à se dire que le plus dur est passé. Mais encore une fois... le marché obligataire a changé de régime, quand même, effectivement, depuis... Alors, le marché obligataire des emprunts d'État. Souverain. Vous disait Paul tout à l'heure. C'est les autres, ça continue à quand même pas être triste, et les investisseurs demandent une prime plus importante, que ce soit sur le high yield, que ce soit sur les emprunts d'État, enfin sur les emprunts émergents au sens large du terme. C'est visiblement très compliqué de traiter sur le crédit. Il y a vraiment peu de liquidité. Ça quand on veut suite, passer des gros blocs, des ordres, c'est compliqué. Il y a des questions aussi des banques centrales qui, d'une manière ou d'une autre, permettaient d'avoir une liquidité pour acheter tout ça, qui s'est quand même sérieusement calmé. Donc je pense qu'il va y avoir un tamis, c'est-à-dire que le redécollage, il se fera d'abord sur les entreprises qui vont avoir des guidance plus positives, même s'ils marquent par des résultats en disant ça va être un peu moins bon, etc. Mais 2023-2024, ça devrait être un peu meilleur, ou au moins arrêter de se dégrader et recommencer à performer. Mais il y a pas mal d'entreprises qui ne vont pas pouvoir dire ça. Des entreprises qui sont très liées à des éléments extérieurs et qui en souffrent, qui ont un endettement important, qui ont des refinancements à faire. Ces entreprises-là ne vont pas pouvoir raconter quelque chose de très positif. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, ont du mal à accéder au marché. Pour peu qu'en plus, alors je souris en disant ça, mais pour peu que leur notation ESG ne soit pas très bonne, elles vont se retrouver dans un segment qui est mal vu. Et là aussi, on va voir... Moi, je pense que c'est le point clé, c'est la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire que les gouvernances d'entreprises où il y a des difficultés de gouvernance en ce moment, c'est pas le moment de ne pas avoir la main ferme sur le manche, clairement. Donc, les entreprises qui sont en refonte, etc., c'est des moments extrêmement difficiles. Donc, le marché, il va être discriminant. Et c'est un moment de discrimination très fort. Enfin, on le sait, les moments de discrimination sur les marchés, c'est les périodes d'inflation. Donc on est en plein dedans. Les périodes de guerre, c'est pas mal. On a ça aussi. Et puis les périodes de révolution technologique. Alors, on la voit pas trop venir sur l'énergie. Enfin, on commence à distinguer pas mal d'endroits où on se dit tiens, il pourrait y avoir ça qui se... Mais c'est pas tout de suite. Et tout ça fait des gros arbitrages, des grosses rotations sectorielles, etc. C'est pour ça que je suis moins négatif, c'est-à-dire que il va y avoir ces arbitrages, cette discrimination. Il ne faut pas être dans les mauvais endroits de la discrimination, ça c'est clair. Par contre, ces endroits-là, il en reste encore un peu, parce que normalement, on l'a vu en 2008, les périodes difficiles, c'est du moins 80% sur les entreprises qui sont concernées. Et il y a plein d'endroits, on a déjà fait un... on l'a vu, ça. Oui, mais pas partout. Enfin, il y a des endroits, il en reste. Là, les gens n'ont pas encore réalisé la problématique d'endettement. C'est-à-dire que ce que ça va... L'endettement, le refinancement de ces entreprises, comment ils vont faire quand on avait juste un problème de spread un peu plus élevé, mais qu'on se finançait quand même, c'est pas très grave, parce que le levier est énorme. Mais là, comment vous faites si vous n'avez même pas accès au marché, quoi. Donc ça, c'est quand même un problème qui peut faire
des discriminations. Alors si ça reste marginal, c'est pas très grave. Mais si c'est dans les... Vous savez, souvent on dit dans les marchés obligataires, quand on a le high yield, on a des taux de rendement tellement importants que ça permet de compenser quelques défauts. Oui. Si c'est quelques défauts, c'est pricé. Mais si c'est trop de défauts, ça peut devenir... Le portefeuille ne tient plus. Le portefeuille, et puis après, les problèmes de liquidité en cascade que ça génère. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire ça va être nettement meilleur, mais il peut y avoir des poches... de risque, de risque très fort à côté de marchés qui vont être un peu meilleurs. Quoi. Bon, des marchés dispersés. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est le thème de la dispersion très très fort. Vos commentaires, Paul, et puis cette idée de la récession, parce que j'aimerais bien qu'on précise un petit peu les choses. C'est quasiment certain désormais que le deuxième trimestre aux États-Unis verra une nouvelle contraction du PIB. En tout cas, j'ai vu l'ISM de vendredi qui n'était pas très bon. On voit le modèle Nowcast de la Fed d'Atlanta qui est quand même assez négatif sur le PIB du deuxième trimestre, qui sera publié dans quelques dizaines de jours à peine. Donc on arrive quand même, on a passé le bout du deuxième trimestre. L'idée d'une récession technique, c'est ce que le marché attend, ou quand on parle de récession aux États-Unis, c'est plus en lien effectivement avec le taux de chômage qui remonte, au-delà de 4% peut-être, 4,5%. Est-ce que c'est ça qu'on prévoit et qu'on attend peut-être pour la suite ? À mon avis, c'est assez compliqué parce que le PIB du premier trimestre était, si on regardait les chiffres de base, c'était un trimestre normal. Mais il y avait un impact négatif énorme venant des exportations nettes. C'est vrai. Et ça ne sera pas répété, à mon avis. Donc, malgré le fait qu'il y a eu une dégradation dans la consommation et peut-être dans l'investissement, il se peut que le PIB... La croissance peut être positive parce qu'il y aura ce rebond, il n'y aura pas cet impact négatif des la balance commerciale. Donc je crois que c'est assez compliqué. Mais je crois que si on regarde la tendance, pour moi, forcément, la tendance se dégrade. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y aura un deuxième trimestre négatif, donc il n'y aura pas cette idée de récession. On n'aura pas le headline récession aux États-Unis sur la première partie de 2022. Mais je dirais que c'est pas garanti. Et même si on a cette headline, ça ne sera pas forcément hyper important. À cause du fait que c'était c'est pas une histoire fondamentale là, nettes dans le premier trimestre qui a forcé un peu les choses. Mais il faut regarder les bénéfices. Il faut regarder l'impact sur l'investissement parce que souvent, c'est une dégradation d'investissement qui provoque la récession. Et puis après, on voit une hausse du chômage. Donc, pour moi, bénéfices, investissement et chômage, ça, c'est les indicateurs les plus importants. C'est pas tant la confiance du consommateur, par exemple. Je sais pas, Jérôme Powell nous dit il faut regarder l'enquête du Michigan, il faut plus regarder le corps PCE, il faut regarder l'inflation globale, faut plus faire dans le détail. Je dis quand même, le patron de la Fed, j'attends qu'il fasse un peu dans le détail, justement. mais par contre, je dirais que la consommation aux US, oui, c'est en train de se dégrader. Et ça a été soutenu depuis une certaine période par une baisse des savings. De l'épargne. Le taux d'épargne a été fortement à la baisse. Ça ne sera plus le cas. Donc maintenant, le consommateur est confronté par une baisse des revenus qui aura un impact sur les dépenses. Donc le lien entre ces deux-là, les revenus et les dépenses, le lien sera réétabli. Et je crois que le consommateur sera plus faible que depuis un certain temps. Et ça sera peut-être l'impact négatif le plus important. Mais il y aura, parce que les chiffres du premier trimestre étaient c'était bizarre, c'est complètement forcé. Ils ont toujours un problème de calcul sur le premier trimestre en plus aux États-Unis. C'est toujours un trimestre avec des effets saisonniers importants. Juste petite question technique, mais on avait compris que la Fed essaie d'offrir un peu de visibilité au marché avec des hausses de taux de 50 points de base qui avaient été balisées. Et puis la réunion du mois de juin a montré qu'on a organisé en dernière minute une surprise pour choquer peut-être un petit peu le marché avec une hausse de 75 points de base. Qu'est-ce qui peut se passer désormais au prochain meeting ? Non, mais est-ce que la parole de la Fed, de ce point de vue-là, est encore crédible ? Est-ce que c'est un problème pour les investisseurs ? Je crois que déjà, la Fed a un problème de crédibilité parce que la Fed, les autres banques centrales, a attendu trop longtemps
de commencer à remonter les taux. Donc, ils ont, les banques centrales, elles ont perdu la bataille contre l'inflation parce qu'ils étaient trop inflationnistes dans leur politique. Donc, pour moi, la Fed est en train d'essayer de rétablir de la crédibilité. Et ces 75 points de base participent à restaurer de la crédibilité. Je crois que la Fed estime que oui, ça serait le cas et ça serait nécessaire. Donc, à mon avis, ça sera 75 points de hausse. Mais pourquoi pas 100 ? Non, mais enfin. Et après ça, je crois que la Fed sera plus prudent, peut-être prendre les choses peut-être un peu plus lentement. Mais cette fois-ci, à mon avis, ça sera 75 points de base. Vos commentaires, Régis. Et puis, je voulais qu'on en revienne peut-être au sujet énergétique, qui est un de vos sujets de prédilection. Comme directeur de la gestion action, comme romancier également, on le rappellera peut-être. Régis, vous avez écrit en 2020 un livre qui s'appelait un roman. Une fiction qui s'appelle toujours Fatale Négligence, mais qui devient en fait un roman d'anticipation totale, puisque la réalité dépasse la fiction de ce point de vue-là. Pourquoi il faut sauver Uniper, par exemple, la grande utilities allemande, le plus gros acheteur de gaz russe? Pourquoi est-ce que Berlin est en train de parler d'un risque d'effet Lehman, alors pas sur le système bancaire, mais sur le système énergétique européen? Et pourquoi est-ce qu'il faut organiser le bail-out de ces sociétés aujourd'hui? Parce qu'on a un double problème qui est un problème de prix et un problème de volume. C'est-à-dire que Uniper, comme la plupart des producteurs d'électricité, ont des plans de vente de leur électricité à plusieurs années, donc des plans industriels qui sont vendus donc par anticipation. C'est le cas, bien entendu, pour EDF, quand il y a eu effectivement une décision politique qui a conduit EDF à vendre 20 TWh de plus au prix de l'ARENH. Ces 20 TWh étaient déjà vendus à 42 € et EDF a dû les racheter sur le marché à 300 ou 400 € par mégawattheure. Ça a coûté 10 milliards. On a un peu le même phénomène avec Uniper, sauf que ça ne vient pas d'une décision politique. C'est l'électricité ou du gaz qui a déjà été vendu et qu'ils ne peuvent plus dont ils peuvent plus s'approvisionner, sur lequel ils ne peuvent plus s'approvisionner. À la fois pour des questions physiques, parce qu'ils n'ont pas les volumes, et à la fois pour des questions de prix, parce que le prix auquel il a été vendu est un prix qui est sans commune mesure avec le prix actuel de marché, qui est de l'ordre de quelque chose comme 10 fois plus élevé, peut-être, que le prix auquel ils l'ont déjà vendu. Donc, ce sont des sommes qui sont immédiatement absolument colossales, sans compter les appels de marge, les effets de liquidité, parce que vous êtes couvert. Ils avaient déjà manqué de 10 milliards il y a quelques mois. Uniper, c'était pas une perte sèche, mais c'était un appel de marge. Et puis, voilà. Donc, effectivement, on est sur des montants qui sont tout de suite d'une ampleur telle que l'État doit intervenir. Les États qui doivent intervenir. C'est Uniper spécifique. C'est pour ça qu'il y a... C'est spécifique Uniper. Oui. D'accord. C'est un peu spécifique. Ou est-ce qu'il faut attendre ce genre de plan de sauvetage? Non, parce que c'est un peu spécifique à Uniper, parce que Uniper était très particulièrement dépendant du gaz russe. Vous savez, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe en Allemagne, qui s'est passé en Allemagne au mois de mai. C'est la première fois depuis 1991 que l'Allemagne s'est trouvée en déficit commercial, la première fois, donc depuis 31 ans. Oui. Et ça en dit assez long sur le business model allemand qui consistait à s'approvisionner en gaz bon marché, en électricité bon marché, également en charbon bon marché, puisque la production d'électricité au charbon, elle est relativement bon marché, pour avoir une production industrielle et pour vendre cette production industrielle dans les pays émergents. Tout ce système est mis en péril par cette donnée nouvelle et cette relation nouvelle avec la Russie, cet approvisionnement en gaz russe. Après, du gaz, il y en a partout. Oui, et à quel prix ? Et il y a la possibilité, tout ça est faisable techniquement parlant sur plusieurs années. Mais là, on est sur un effet. Oui, mais ça coûtera toujours beaucoup moins cher que le prix de marché actuel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous produisez du gaz américain à 6-7 $ par MBTU. Vous le
compressez, vous le mettez sur un bateau. On liquéfie, on l'envoie, et vous le revendez, ça vous coûte 12-13 $ en tout. Donc, mettons 12 €. Et ces 12 € sont à comparer à un prix de marché aujourd'hui en Europe qui est de 40 €. Donc, je veux dire, vous avez très largement de la marge de manœuvre pour mettre en opération tout ça. Mais ça prend quelques années et ça remet évidemment en profondeur en cause le modèle allemand qui a en plus décidé de sortir du nucléaire. Donc tout ça est effectivement une histoire assez cocasse. J'ai revisionné le trailer de Fatale Négligence, donc c'est crise climatique, pic de consommation énergétique, rupture d'approvisionnement. Ça se termine comment Le roman se termine quand même plutôt bien, mais on passe par des moments qui sont pas du tout sympathiques. Et c'est vrai que dans Fatale Négligence, l'origine du phénomène, c'était un phénomène climatique qui s'appelle le Moscou-Paris. Donc là aussi, il y avait quand même quelque chose. Mais c'était pas Moscou, c'était 2020. Pas le même Moscou. C'était de l'air de Moscou. Oui, j'entends bien. Non, mais il faut lire le romancier Régis Béguet et les notes de marché de Lazare Gestion. Je n'espère pas quand même que le roman se traduise en événement parce que c'est pas très marrant. Oui, mieux vaut que ça reste un roman de ce point de vue-là. Sur le climat, là, j'étais marqué par une grande divergence qui est en train de s'installer entre l'Europe et les États-Unis, Alain. Donc l'Europe avance, je voyais au Parlement européen, alors c'est le Parlement européen, on valide l'extension du système d'échange d'émissions, la taxe carbone aux frontières, la BCE aujourd'hui multiplie encore les initiatives pour intégrer le risque climatique dans la gestion de sa politique monétaire. Ça va devenir une partie prenante qui va déterminer la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Aux États-Unis, la Cour suprême, qui a été très active ces derniers temps, nous dit que l'administration chargée de la protection de l'environnement n'aura pas tous les pouvoirs qu'elle désirait pour faire le grand coup de balai énergétique et avancer sur la transition. Alors, voilà, on n'a qu'à regretter ça, c'est un fait. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les entreprises bougent un peu quand même, c'est-à-dire qu'elles prennent des mesures, c'est-à-dire qu'elles annoncent des choses qu'elles n'annonçaient pas en Europe et aux États-Unis en particulier. Regardez comment c'était il y a 5 ans, regardez comment c'était il y a 3 ans, et maintenant, je trouve que les entreprises annoncent des choses sur la transition énergétique. Donc les États peuvent... Elles vont au-delà de ce que le cadre... Oui, d'accord. Elles front-run quand même, elles anticipent. Tout à fait, oui, tout à fait. Au-delà de la réglementation actuelle. Au-delà de la réglementation, on peut... Alors autant on va laisser des entreprises faire ce qu'elles veulent. Ça, c'est la Cour suprême qui le décide. Des États qui sont dépendants de certaines entreprises et qui ne veulent pas les pénaliser, donc ils vont les laisser faire. Par contre, d'autres vont être mieux-disantes et largement mieux-disantes que ça. Donc c'est un peu mon espoir. Enfin bon, il faut bien que j'en ai un petit peu, mais ça, c'est le premier point. Après, si on revient sur l'Europe, je pense qu'il faut distinguer les éléments, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de mesures qui sont annoncées, qui sont des mesures de long terme. À court terme, on doit passer l'hiver. C'est-à-dire qu'on va relancer du charbon, on va aller à fond sur tout ça, parce qu'il faut passer l'hiver. Ça ne va pas tuer le signal de long terme nécessaire à la transition énergétique. Le problème, c'est que, si vous voulez, plus on va vivre comme ça avec on a un problème politique pour l'hiver, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les populismes ont repris la main quand même, et on veut essayer de les étouffer. Ce que font les Allemands sur l'énergie, c'est un peu ça aussi, malgré tout. Et puis j'entends quand même un peu que ça se corse un peu, c'est une façon de parler, en Italie. C'est-à-dire qu'il y a des tensions politiques en Italie. Les revenus plutôt prévus du sommet de l'OTAN. Des deux extrêmes qui commencent à bouger aussi. Donc on a cette problématique de court terme. Après, les problématiques de plus long terme, moi je crois que on prend des mesures, c'est très bien. Il y a encore l'espoir d'arriver à inverser une tendance qui est très négative sur le climat. Moi je pense qu'il faut aussi très rapidement prendre des mesures de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, des mesures de résilience pour éviter les impacts. Parce que quand j'ai vu votre document, j'ai vu vous parliez de tout ce qui se passait sur le climat. Je croyais que vous alliez parler de tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que sur le week-end sur le climat. C'est-à-dire que c'est un festival entre des endroits de sécheresse, des glaciers qui s'effondrent. Je pensais que vous parliez de ça. Mais je pense que ça, il y a des mesures de résilience à prendre pour aider les entreprises, pour travailler sur le transport, sur le logement, sur l'alimentation, sur l'eau, une paille quand même, localement. Et puis je pense que la meilleure solution, c'est un peu ce qu'on veut essayer de faire en Europe, c'est essayer de faire des collaborations. Il n'y a que ça qui fonctionne. C'est-à-dire que les problèmes alimentaires, on parlait du gaz, on peut parler du blé. Du blé, il y en a dans le monde.
il y en a largement suffisamment pour alimenter tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a un décalage qui se crée, et c'est ces décalages qui créent tous ces problèmes. Donc, les collaborations sont extrêmement importantes. Je pense qu'il y a ça à faire à court terme, un peu en parallèle de ce qui se passe sur la guerre, sachant qu'à plus long terme, il y a plein de mesures à prendre. Paul, vos commentaires, encore une fois, sur ce sujet. Enfin, la lutte climatique est peut-être la première de toutes les luttes aujourd'hui, en tout cas sur le long terme, pour les générations suivantes. Voir des blocs aussi importants que l'Europe et les États-Unis qui divergent de ce point de vue-là, c'est sûr que, bon, on se dit que c'est mal engagé pour avoir un front uni, un peu d'intelligence collective, de solidarité, de tout ce qu'il faudrait pour que ce soit efficace au regard de l'urgence. Je suis d'accord qu'on a déjà perdu la première bataille. Maintenant, c'est... Et donc, il faut s'adapter maintenant. Il faut tout faire pour s'adapter, parce que... avec tout ce qu'on a fait... C'est plus une transition, c'est une adaptation. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, il y aura encore une augmentation de la température assez importante. On parle de 1,5, mais ça, c'est déjà parti. 2,5 parti, c'est probablement quelque part entre 3 et 4 si on réagisse maintenant. Mais il faut se préparer pour cette augmentation de 3 à 4 degrés, et on n'est pas prête. Donc, beaucoup d'investissements à faire pour réduire les émissions, mais aussi pour se préparer, pour vivre avec l'investissement dans l'adaptation. Qui doit supporter la sobriété ? Enfin, c'est tout le monde, c'est les ménages avant tout, c'est les entreprises et les industries, parce que ce sont elles qui émettent le plus au global. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Si c'est les entreprises, forcément, c'est les ménages. Les coûts seront repassés aux ménages. Ouais. Oui, sur cette conclusion, Régis. Les États-Unis font preuve toujours de pragmatisme. Évidemment, ce sont eux qui partent du plus haut en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est bien connu. En même temps, c'est probablement la zone géographique qui a le plus diminué ses émissions de gaz à effet de serre sur les 30 dernières années. En particulier sur la période récente, grâce à l'avènement du gaz de schiste, qui a permis un switch du charbon vers le gaz, qui a permis une très forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut poser d'autres questions environnementales. Dans la production d'électricité. Et donc, voilà. Après, il y a la Chine, qui est quand même le premier émetteur de gaz à effet de serre, pas par habitant, mais globalement, aussi par notre intermédiaire, parce qu'on a beaucoup délocalisé, évidemment, de production en Chine, mais sur donc un phénomène qui est mondial. Je ne suis pas sûr, moi, que se regarder entre Européens, essayer de faire des trucs entre Européens, sachant que voilà, chaque pays représente une infime proportion des émissions de gaz à effet de serre, ça sert à grand chose sur le plan de la gestion de ce phénomène moi, je pense que c'est à l'échelle mondiale. C'est pas pour ça, c'est pour la résilience. Et la résilience, il faut qu'elle soit européenne. C'est encore une autre. Et je pense qu'on a un sujet clé. Hein, c'est demain, quand vous voyez l'état de la politique en Europe avec, allez, on va dire 100 000 immigrés par an, comment ça va se passer avec 2, 3, 4, 5, 10 millions d'immigrés qui vont arriver aux frontières et qui pourront plus vivre là où ils vivent. Donc il y a un sujet qui est majeur et ça ne peut être que européen. On ne va pas les renvoyer. C'est pas parce qu'on n'est pas les plus gros émetteurs du monde qu'on ne va pas subir les conséquences. Plein de conséquences. Enfin, tous ces trucs-là, il va falloir les prendre en considération. Et c'est pas quand les bateaux arrivent qu'il faut avoir préparé les choses. Et ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Et enfin, c'est pour ça qu'on a un sujet européen avant tout quand même. Hein, aujourd'hui. Il faut se concentrer sur le progrès technique, en tout cas dans ce domaine comme dans d'autres. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission de la semaine, ce début d'un nouveau semestre qui a techniquement commencé vendredi, mais on va dire que voilà, c'est aujourd'hui que le nouveau semestre commence sur les marchés, en l'absence de Wall Street, on le rappelle, jour d'indépendance aux États-Unis. Paul Jackson était avec nous, Invesco, Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Régis Béguet, Lazard Frères Gestion.